Et je m'appelle Samira, j'ai fondé Studies. J'ai commencé par du soutien scolaire, j'ai fait du soutien scolaire de mes 16 ans, donc pendant quasiment 15 ans. Et je me suis dirigée vers les méthodologies de travail et les techniques d'apprentissage parce que je me suis rendu compte qu'avec le soutien scolaire, on entretenait une dépendance avec l'élève et j'avais envie d'apporter plus que simplement le fait d'aider l'élève avec sa matière, mais lui donner des outils pour qu'il apprenne plus efficacement, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Studies. J'enseigne les méthodologies de travail, les techniques d'apprentissage à destination des élèves, des étudiants et même des personnes en reprise d'études qui souhaitent mieux apprendre et apprendre de façon plus efficace et plus cohérente par rapport aux attentes qu'on a d'eux en examen, pendant leurs études, etc. J'ai une licence d'anglais et un master en coopération internationale. Mais donc sur le côté, j'ai fait du soutien scolaire, j'ai commencé à 16 ans et j'ai jamais arrêté à côté de mes études. J'en ai même fait en bénévolat, tout ça. Et en fait, c'est cette expérience en bénévolat, ce là qui m'a servi pour créer mon activité. Et du coup, c'est ça qui t'a motivé, qui t'a inspiré? Ouais, c'est ça qui m'a inspiré, exactement. Et en fait, c'est très marrant parce que j'ai découvert les méthodes de travail à la fin de mon master. Donc en fait, je m'en suis très peu servi pour mes études. En fait, après ça, j'ai entamé une longue réflexion concernant ce domaine. Et en fait, je me suis lancée dedans. Voilà, je me suis formée aux méthodes de travail, tout ce qui est mind mapping, technique d'apprentissage, etc. Et puis je me suis dit, allez, bismillah. Alors, comment prendre efficacement des notes? En fait, la réponse, elle dépend de la raison pour laquelle on lit. En général, il y a deux raisons qui nous poussent à la lecture. Soit c'est de la curiosité, donc alors, on est curieux du sujet, puis on a envie de développer notre culture ou d'en savoir plus. Soit on a une intention d'apprentissage ou une intention académique. Donc on va chercher un livre pour approfondir un savoir ou apprendre. En fait, notre prise de notes, elle va différer entre les deux, parce qu'on ne va pas être à la recherche de la même information et de la même manière. Donc, pour commencer, pour prendre des notes efficacement, donc je vous conseille d'abord de vous demander qu'est-ce qui vous a attiré vers le livre. Est-ce que c'est juste la curiosité, le fait de développer sa culture, ou le fait d'approfondir un savoir ou de développer un savoir. Ensuite, ce qui est bien avant de commencer le livre, c'est d'aller chercher des indices sur comment le livre il est structuré. Donc, vous avez la 4e de couverture et surtout, vous avez la table des matières ou le sommaire, qui est un peu le squelette du livre et qui vous donne des indications sur les thématiques que vous allez voir dans le livre. Donc déjà, ça vous permet un peu de vous orienter sur le contenu que va avoir chaque chapitre. Ensuite, vous commencez votre lecture, il faut bien la commencer. Donc, ce que je recommande en général, c'est de lire un chapitre en totalité. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je dis à certains élèves, quand on veut commencer à surligner ou à prendre des notes dès la première page, on a tendance à avoir le syndrome du peintre en bâtiment. Toutes les informations elles semblent importantes, donc en fait on va vouloir tout surligner. Alors que quand on a une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on a lu un chapitre dans sa globalité, l'auteur il a eu le temps de développer son idée, et là on a une meilleure vision du chapitre, de ce qu'il a voulu aborder, et on peut tirer meilleure partie des notions importantes qu'il y a à garder, des informations à garder. Et on peut... alors l'objection la plus courante, c'est « j'ai peur d'oublier ». Mais bon, à moins qu'on ait une mémoire de poisson rouge, on n'oubliera pas ce qu'on a lu 2 pages avant, en principe. Donc faites-vous confiance de ce côté-là. Lisez le chapitre dans sa globalité. À la limite, pendant votre lecture, vous mettez des petites croix sur des endroits qui vous semblent pertinents. Et après, voilà, sur votre carnet, vous notez ce qui vous a semblé intéressant. Et la prise de notes, après, elle est importante. On a tendance à surligner, à se dire « bon, bah, c'est bon, j'ai fait le travail ». Mais surligner, c'est juste surligner, quoi. Mais ce que je conseille, c'est, voilà, tu lis le chapitre, tu surlignes ou tu mets des petites croix aux endroits qui t'ont semblé intéressants, et à la fin, soit à la fin de la lecture complète, soit à la fin du chapitre, tu notes ce qui t'a semblé intéressant par rapport à ce que tu as surligné ou souligné. Et souvent, il y a même des choses que tu vas avoir surlignées, par exemple, au début, qui t'ont semblé pertinentes, mais par exemple, l'auteur, il y revient plus tard de façon beaucoup plus intéressante ou plus pertinente, et en fait, tu vas plus ressentir le besoin de noter ce que tu as surligné au début. Ouais, donc, cette vision globale, elle permet de prendre des notes qui sont plus pertinentes et même parfois de prendre moins de notes, du coup, parce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a d'intéressant, enfin, ce qu'il y a de pertinent. Et le simple fait de donner des techniques pour prendre des notes, c'est super, mais je ne sais pas si ça poussera des gens à le faire, tu vois. Parce que déjà, le simple fait de prendre un livre et de commencer à lire, c'est déjà un acte compliqué pour beaucoup de gens. Donc si on arrive déjà à faire ça, on a déjà une première victoire. Après, on prendra des notes qualitatives et après, on retiendra bien et après, on maîtrisera. C'est un cheminement. Exactement, exactement.
Eh ben, la table de matière, ça commence par ça. Alors, le squelette du livre, ce qui est bien avec la table des matières, c'est que les titres des chapitres, ils en disent déjà beaucoup sur ce que l'auteur va chercher à raconter dans son ouvrage. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'y attarder et de se demander aussi ce que l'on cherche, parce que la pertinence d'une information, c'est pas quelque chose d'objectif. Ça dépend beaucoup de notre intention dans notre lecture. Donc, ce qui va sembler pertinent pour quelqu'un va pas forcément l'être pour moi en fonction, moi, du bagage avec lequel j'arrive vers le livre, mais surtout par rapport à ce que je recherche. Donc, la notion de pertinence, elle est subjective. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas hésiter à se faire confiance et surtout Vous savez, parfois, on a comme une sorte de petite illumination quand il y a une notion qui est abordée et qui prend sens dans notre vision du monde ou dans la lecture. Bah, ça veut dire que c'est pertinent et ça, il faut le garder. Donc, en soi, il n'y a pas de bonnes notes. Il n'y a que des notes qui sont bonnes pour nous et qui sont bonnes pour notre culture ou pour nos connaissances personnelles. Quand on lit ou quand on surligne, on est très passif dans notre rapport à la connaissance. On se contente de mettre en lumière des informations et puis c'est tout. Mais après, il faut en faire quelque chose de ces informations et le fait de se les réapproprier en prenant des notes, ça participe aussi à la mémorisation de ces informations. Donc si on veut garder en mémoire, enfin si on veut garder des informations en mémoire, c'est pas... Il n'y a pas de méthode magique type, ben voilà, il faut que je me concentre à fond pour retenir. En fait, il faut faire quelque chose de ces informations. Donc, les prendre en note, se les réapproprier et les renoter de son côté pour les restructurer et vraiment aller chercher le nectar qu'on est allé chercher dans le livre. C'est une démarche qui est hyper importante et qui est vitale pour nous permettre en fait, de garder l'information, voilà, de retenir un peu ce qu'on lit. C'est vraiment de passer d'une posture passive à une posture active. Voilà. Et bien, c'est une question de répétition. Il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de... L'idée, c'est de... En fait, il y a 3 choses importantes. La première, c'est que forcément, c'est important d'être impliqué dans notre lecture. Si on n'est pas concentré dans ce qu'on lit, bon, forcément, on ne va pas retenir grand-chose. La deuxième, c'est de passer de cette posture passive où on se contente de lire et de surligner à une posture active où on se réapproprie l'information, ne serait-ce qu'en la prenant en note. Et enfin, la troisième chose, en fait, c'est de l'utiliser. C'est-à-dire, une connaissance, elle est inutile si elle ne nous sert à rien. Donc l'idée pour retenir des informations ou des choses que l'on lit, c'est d'en faire quelque chose, d'en parler avec quelqu'un, de raconter à une amie ou un ami, ah ben, j'ai lu un livre, il est génial, et puis de raconter ce qu'on a vu, de se faire des mini-podcasts à soi-même, hein. On n'est pas obligé de les diffuser, mais de se poser des questions, de recouper ça avec des lectures aussi sur les mêmes thématiques. Ça permet de renforcer aussi ces informations-là, et puis aussi de les voir sous un autre angle, par exemple, ou dans une autre vision. Et voilà. En vrai, c'est simplement le fait de répéter, d'être acteur, de s'impliquer et de l'utiliser. Bon, vous tenez une librairie, donc je pense que vous constatez que les gens ne lisent plus. Ou même s'ils viennent acheter des livres, en général, ils prennent la poussière dans les bibliothèques. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on a un rapport qui est trop sacralisé à la lecture. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, dans le sens où quand on achète des livres, on veut être dans les meilleures dispositions pour lire le livre et retenir ce qu'il y a d'important dans le livre. Donc souvent, quand on cherche à lire un livre, on lui donne une seule chance. Et on se dit, il faut que je retienne ce qui est à l'intérieur. Et ça met beaucoup de pression parce qu'un livre, c'est fait pour être relu, si nécessaire, si besoin. On n'est pas obligé de chercher à retenir le plus d'informations possible dès la première lecture. Et surtout, notre objectif quand on lit un livre, c'est pas d'avoir le même niveau d'expertise que l'auteur. On vient apprendre des choses. On ne vient pas se prouver qu'on a le même niveau que l'auteur. Et je trouve que c'est une posture qui est importante parce que ça permet aussi de se mettre moins de pression quand on va vers les livres. On y va avec beaucoup plus d'humilité et on y va aussi avec l'optimisme de se dire, bon, même si je retiens une information importante, en fait, j'aurais déjà gagné quelque chose. C'est une victoire à la lecture, quel que soit ce qu'on en tire. Même si c'est très peu, même si c'est juste une phrase. Et je trouve que cette posture, elle est importante dans notre rapport à la lecture. Donc, lisez, même si vous n'apprenez pas grand-chose, parce que c'est un plaisir de lire. Puis on en retire tellement de bénéfices dont on ne voit pas, hein, l'ouverture d'esprit, le fait de développer son vocabulaire, un meilleur état d'esprit, et voilà. Déjà, je dirais qu'on commence tous quelque part.
Je pense que personne n'est né avec l'amour de la lecture. C'est quelque chose qu'on a nourri avec le temps. Et certains ont eu la chance voilà, d'être nourris dans ça depuis qu'ils sont petits, d'autres non, ils doivent faire ce travail par eux-mêmes. La deuxième chose, c'est de commencer par ce que vous voulez, peu importe. Même si c'est des mangas, même si c'est des BD, même si c'est des articles de journaux, peu importe. L'action de lire, elle est importante. Et ne pas avoir peur comment dire, de l'écrit, voilà, de la notion d'écrit. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand des notions sont écrites plutôt que expliquées oralement, on a l'impression de moins comprendre, parce que c'est l'écrit, le support écrit qui met aussi beaucoup de pression. Et c'est en français, vous êtes francophone, donc en principe vous allez comprendre ce qu'il y a sur le livre. Et même si vous ne comprenez pas, c'est l'occasion d'apprendre des nouveaux mots. Et petit à petit, de se mettre en place des petites routines de lecture et de commencer par ce qu'on veut, en fait. Même si c'est des romans, même si on a l'impression que ça ne sert à rien d'un point de vue intellectuel parce qu'on n'apprend pas grand-chose, c'est pas grave. L'action de lire, déjà, c'est le plus important. Il y a aussi cette image que la lecture, c'est forcément quelque chose de barbant, dans le sens où c'est pas forcément intéressant ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors que non, hein, parce que quand on y pense, les plus grands films ont été tirés de livres. Donc on peut vivre de grandes aventures à travers la lecture. Et c'est vrai que le fait de se poser dans le silence et de lire un livre, ça peut être quelque chose d'anormal, mais c'est une habitude qui se construit. Et il faut se donner cette chance-là parce que c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, littéralement. La lecture, quand on lit, ça n'apporte rien aux autres avant, ça apporte quelque chose à nous, avant tout. Et on se mérite à soi-même de se faire ce cadeau, quoi. Ça dépend de l'organisation des journées de la personne. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de temps dans les transports en commun et que, en général, vous ne faites pas grand-chose à part écouter de la musique ou regarder des vidéos sur YouTube, peut-être que ça peut être un bon moment de lire un livre. Et là, on peut remercier la technologie parce qu'aujourd'hui, il y a Kindle, il y a les applis de lecture sur le téléphone. Et lire sur un téléphone, c'est bien aussi. On n'est pas obligé d'avoir un livre papier pour commencer si, surtout, on est accro à son téléphone et qu'on n'a pas envie de le lâcher. Donc peut-être switcher sur un livre sur le téléphone, ça peut être une bonne idée pour commencer. Il y a des personnes qui vont préférer le matin parce que voilà, elles ont la concentration nécessaire pour se concentrer sur leur livre. Il y a des personnes qui vont préférer le soir parce que ça va être leur temps calme. Il n'y a pas de moment, mais l'idée c'est de faire un peu chaque jour, quel que soit le moment, et pas de s'imposer un moment en particulier. Par exemple, si on décide de lire tous les soirs et qu'un soir j'ai pas le temps de lire, mais que j'ai le temps finalement à midi, il n'y a rien qui m'empêche de le faire à midi plutôt que de me dire je dois lire le soir et de se forcer à le faire comme si c'était une corvée. Ça doit être un plaisir. J'ai une petite anecdote, j'ai fini un livre hier et à chaque page, je me demandais s'il fallait que j'arrête de lire. Je suis allée jusqu'au bout, mais franchement, je me suis dit, j'aurais dû arrêter. Et en effet, si on n'aime pas un livre, on peut l'arrêter, c'est pas grave. On n'a pas de promesse avec le livre. On n'a pas de contrat, donc si on n'aime pas, on arrête et puis on passe à autre chose. Par exemple, sur votre page, il y a c'est Thomas, c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà, qui fait des revues de lecture sur certains livres qu'il lit. Et je pense qu'il y a des personnes qui apprécient en fait sa revue lecture, mais qui ne feront pas la démarche de lire le livre. Parce qu'ils se disent, bon, voilà, il nous fait un résumé et c'est génial, mais parce que sûrement ils se disent, lui, il aime lire, il a une librairie, donc il a des compétences en lecture que moi je n'ai pas et je n'arriverai pas à lire le livre parce qu'il est trop compliqué, parce que ça prend trop de temps, etc. Alors que pas du tout. Et je pense qu'à travers votre compte, vous ne cherchez pas à partager ce genre d'image-là. Malheureusement, en fait, ça va être un raccourci que beaucoup de gens vont faire et c'est dommage. Et je pense que c'est nécessaire de rappeler à tout le monde que la lecture, elle est à la portée de tous, en fait. Et que c'est important de ne pas sacraliser le livre en lui-même et la notion de lecture. Et pas ritualiser en fait la lecture. On lit quand on veut, au moment où on veut, on lit ce qu'on veut. C'est le fait de lire déjà, pour commencer, qui est génial. Donc en effet, c'est pas réservé qu'aux intellectuels. Heureusement d'ailleurs.
En fait, on se dit, il y a tellement de choses à lire qu'on ne peut pas perdre notre temps à relire un livre. Alors que, est-ce que notre objectif, c'est de lire beaucoup de livres, ou est-ce que notre objectif, c'est de bien lire les livres qu'on a à notre disposition? Et il y a aussi une tendance, c'est, tu sais, beaucoup de gens qui lisent des livres, ils commencent les 20 premières pages, après ils arrêtent, ils lisent les 20 pages d'un nouveau, les 20 pages. Donc je pense que c'est l'excitation de lire un livre au début, et après quand on se rend compte qu'en fait c'est un véritable travail intellectuel, là on se dit, je peux pas, j'arrive pas, tout est important, j'ai pas le temps, etc. Donc c'est vraiment notre approche de la lecture aussi qu'il faut changer, notre intention dans la lecture, c'est super important. Pourquoi je veux lire des livres? Est-ce que c'est pour me donner un genre de je lis beaucoup de livres, ou est-ce que c'est parce que je veux vraiment en tirer quelque chose? Et est-ce que je veux en tirer quelque chose pour simplement ma culture générale, ou est-ce que je vais en tirer quelque chose dans une optique d'apprentissage, etc. Et ça change tout déjà dans ces deux chemins-là, forcément on aura deux comportements différents avec le livre. Et puis le syndrome du peintre en bâtiment, c'est aussi une approche très scolaire de la lecture. Je me rappelle un jour, j'avais une anecdote avec une élève, très intéressante, peut-être que ça va parler à certaines personnes. J'avais une collégienne qui détestait lire. On a commencé un livre, donc c'était un livre de Marcel Pagnol, je crois que c'était Le Château de ma mère, ou quelque chose comme ça. Et en fait, je lui demande de lire les 2 premières pages. Pour l'instant, voilà. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as compris? Et en fait, elle me récite le livre, elle me dit, oui, il fut allé dans le... Je lui dis, mais depuis quand tu parles comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle cherchait à mémoriser le livre. Elle lisait pas, en fait, elle mémorisait son livre. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas aimer la lecture? Non, parce que son rapport à la lecture, il n'était pas bon. Donc, il a fallu d'abord changer ça pour qu'en fait, elle se remette à lire. Et elle a lu 35 livres en un an. Vraiment, ça a tout changé parce que elle a développé un rapport différent avec la lecture. Et elle ne ressentait plus le besoin, comme une collégienne, de devoir apprendre son livre. Voilà. Moi, j'étais au collège, je me souviens. Il y a un ami à moi qui m'a sorti une phrase et je m'en souviendrai toujours. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué. En fait, je lui ai dit, j'aime pas lire. Ouais. Et je devais être en 5e, peut-être ou 6e, je sais plus. J'ai dit, non, Jordan, c'était Jordan. Jordan, j'aime pas lire. Et il me dit, tu peux pas ne pas aimer lire. Personne n'aime pas lire. Mais tu peux ne pas aimer ce que tu lis. Ouais. Tu vois, trouve ce que tu aimes lire et tu aimeras lire. Exactement. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et c'est super important. Hein. Et en plus, dans une société où le divertissement et la distraction prennent beaucoup de place, en fait, la lecture, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est aussi une sorte d'acte militant, en fait. On refuse d'être des surfeurs. On veut plonger dans l'océan du savoir. Et le problème, c'est que plonger dans l'océan, bah, comme on sait, il y a de la pression, c'est dur. Ça demande des efforts. Et voilà, c'est un effort qu'il faut commencer à faire. Et après, ça devient facile, quoi. Puis après, on ne s'arrête plus, quoi. Maintenant, le principal défi que vous avez, c'est que en fait, vous êtes une librairie islamique. Et donc, en fait, on sacralise aussi le contenu des livres islamiques. On se dit, il faut être dans les meilleures dispositions, il faut avoir la meilleure intention, il faut avoir les bonnes intentions quand on se met à lire ce genre de livre, alors que pas du tout. En fait, le simple fait de venir acheter un livre comme ça et de vouloir en fait acquérir la science, c'est déjà une bonne action en soi. C'est magnifique, en fait. Donc, il n'y a pas de degré de piété, d'intelligence, de foi à avoir pour venir acheter ce genre de livre. Et je trouve que c'est vraiment important parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de venir ici acheter ce genre de livre parce qu'ils ne se considèrent pas méritants de lire ce genre de livre. C'est comme les personnes qui ne viendraient pas à la mosquée pour prier parce qu'elles font trop de péchés. C'est exactement voilà. En fait, c'est la même chose dans ce genre de librairie. Je ne suis pas méritante à lire ce genre de livre parce que, par exemple, je n'ai pas encore fini le Coran ou je ne connais pas les 40 hadiths de An-Nawawi. Ce n'est pas le problème, en fait. C'est le simple fait de venir et d'essayer d'étancher sa soif de quelque manière que ce soit, c'est magnifique, en fait. Et s'il y a certains livres qui peuvent faciliter, parce qu'il y a forcément des auteurs qui ont une pédagogie qui vont plus nous parler, bah forcément, ça va peut-être nous rapprocher de la foi de cette manière-là, donc du Coran de cette manière-là, et donc même si on prend un chemin détourné vers le Coran, on y arrive quand même. C'est bon. Alors, j'ai pris un de catégories différentes. Comme ça peut peut-être plaire à tout le monde et c'est bien de varier ses lectures. On va commencer par de la littérature française. La littérature classique. Mon livre préféré, c'est Le Comte de Monte-Cristo, de Alexandre Dumas. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus
de littérature. Donc, pour faire très simple, c'est une histoire de vengeance qui s'étale sur 20 ans. Et je ne vais pas, bien évidemment, spoiler quoi que ce soit, mais l'idée, en fait, le message de ce livre, c'est de dire que c'est de poser la question, la vengeance fait-elle plus de mal à celui qui est victime de la vengeance ou celui qui venge, qui cherche à mettre en place cette vengeance et qui cherche la vengeance. Et donc il se passe énormément de péripéties. Il y a des moments où il y a des vrais moments de spiritualité à l'intérieur de ce livre, où vraiment il y a une réflexion qui peut s'engager de ce côté-là. Et voilà, je vous conseille. Alors, le problème de ce livre, c'est qu'il est long. C'est qu'il est très très long, mais je l'ai fait lire à des gens qui n'avaient pas ouvert de livre depuis plus de 10 ans. Donc, quand on commence, on ne s'arrête plus. Je vous recommande de l'acheter en 2 tomes, comme ça facilite la lecture. Sur le thème de l'histoire, j'aime beaucoup Les croisades vues par les Arabes de Amin Maalouf. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de cet auteur, et après j'ai lu tous ses livres. Il a un talent de conteur qui est assez extraordinaire. Ses livres, ils se lisent d'une traite très facilement, comme si voilà, quelqu'un nous racontait une histoire. Et dans Les croisades vues par les Arabes, c'est une chronique donc des croisades, cet événement historique qu'on a appris en Europe du point de vue des Européens, et que Amin Maalouf décrit du côté des Arabes. Donc comment en fait les Arabes ont vu arriver les croisés et ce qui s'est passé. C'est génial. C'est génial, et ça permet de confronter 2 points de vue qui sont différents et de comprendre que l'histoire, c'est aussi une question de point de vue. Et c'est super pour commencer à développer un esprit critique par rapport à des faits historiques, en fonction de la source de ces faits-là. Ensuite, un livre réflexion. Alors, je trouve qu'il est hyper important aujourd'hui, dans un monde où on ne distingue plus le vrai du faux en termes d'information. C'est un livre qui s'appelle le Factfulness de Hans Rosling. Donc, c'est un médecin danois. Enfin, c'était un médecin danois. Et en fait, il a voulu expliquer dans ce livre que les humains, ils ont des biais qui font que la façon dont on perçoit le monde, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Donc, il commence le livre en donnant un questionnaire de culture générale, le nombre de pays. Il demande, par exemple, il pose des questions très simples, très factuelles, par exemple le nombre d'enfants vaccinés dans certains pays, le nombre de pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, etc. Et il explique qu'il a soumis ce questionnaire à des personnes qui sont censées connaître la réalité du monde, donc Forum de Davos, etc., des prix Nobel et compagnie. Et il dit que ces gens-là, ils ont plus de la moitié des réponses qui sont fausses. Parce que, et quand on fait le questionnaire, je l'ai fait et je l'admets, la moitié de mes réponses étaient fausses. Parce que notre vision du monde, elle est forgée par des opinions et pas par des faits. Donc en fait, il explique que c'est important de revoir le monde sous le prisme des faits et pas des opinions. Et je trouve que c'est un livre qui est important pour se défaire de certains biais cognitifs qu'on peut avoir et qui peut nous permettre aussi d'ouvrir notre esprit sur le monde, et que voilà, il n'y a pas nous contre les méchants, il n'y a pas voilà, ce genre de visions qui ont tendance à créer des dissensions ou des conflits entre les personnes. Voilà. Ensuite, livre islamique. Alors c'est un livre que j'ai lu récemment et je trouve qu'il est important. Il est important à lire. C'est Femmes savantes de l'islam de Jihan Aïssaoui Raji. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis une femme, mais c'est important de redonner la place à ces femmes qui ont marqué l'histoire de la civilisation musulmane. Une place que malheureusement, elles n'ont pas dans la littérature, dans beaucoup de livres, beaucoup de livres de la littérature islamique. Et c'est des femmes qui ont marqué leur temps. Et c'est beau de voir ce genre de travaux pour redonner la lumière à ces femmes-là qui ont fait beaucoup pour la cause de l'islam. Voilà. Il n'est pas très long. Celui-là, on peut commencer par celui-là. Je dis souvent à mes élèves musulmans que dans les techniques d'apprentissage, on n'a rien inventé. Et le livre le plus pédagogue qui existe et que l'on a entre les mains constamment, c'est le Coran. Le Coran, il y a des métaphores, il y a des analogies. C'est un livre où il y a énormément de répétitions. Et on se demande pourquoi Allah il répète constamment des informations que l'on a vues pourtant dans tellement de versets. Mais c'est parce que, en fait, ce sont les bases des méthodologies de travail. C'est
la répétition c'est la clé, c'est l'implication, je nous demande de nous impliquer, et les métaphores et les analogies. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on apprend quelque chose de nouveau, notre cerveau, il fonctionne beaucoup par association. Donc ça veut dire qu'en fait, il va chercher à associer cette nouvelle information avec quelque chose que l'on connaît déjà, et cette notion, enfin, ce savoir qu'on connaît déjà, il agit un peu comme une sangsue pour attraper ce nouveau savoir. Et on le fait souvent quand on a des discussions avec quelqu'un et qu'on oublie. Par exemple, tu veux parler de quelque chose ou de quelqu'un et tu vas dire « Oui, tu sais, mais il a travaillé avec un tel » ou « C'est l'époux d'un tel ». Et donc, on va passer par quelque chose que l'on connaît pour aller chercher cette nouvelle information. Et c'est magnifique parce qu'on se dit que, subhanallah, Allah, à travers le Coran, il nous donne un savoir, il nous donne un livre miraculeux avec tout ce qu'on en a à faire pour être heureux dans cette vie et dans la vie d'après. Mais il nous a aussi donné les clés pour aborder le savoir de façon cohérente, de façon pertinente, de sorte à ce que ça nous reste en mémoire et que ça nous soit utile. Voilà. Donc, je te dis, je n'ai rien inventé, vraiment. Du coup, je ne sais pas comment commencer. Ah, bon, alors tu te débrouilles. Là, tu as lancé le sujet, tu te débrouilles. Oui, on parlait du fait qu'il y ait tellement de livres, c'est ça? Qu'il y a tellement de livres qu'on ne sait pas quoi lire. Voilà. Un petit conseil peut-être qui peut aider les personnes qui nous écoutent. Fixez-vous un petit objectif de lecture. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui lisait 0 livre, bah, fixez-vous en 2025 de lire 2 livres par exemple. Et contentez-vous de ça pour le moment. Ce sera déjà une énorme victoire par rapport à l'année précédente. Et ne pensez pas aux autres livres pour le moment. Leur temps viendra si c'est votre destin de le lire. Donc concentrez-vous sur une petite pile de livres à lire. Concentrez-vous sur ça et faites de chaque lecture une victoire. Et après, au fur et à mesure des années, bah, vous augmentez. Bah, j'ai lu 2 livres, maintenant cette année je vais en lire 4, puis 5, puis 6. Et voilà.